Bonjour, je m'appelle Jérôme Casadieu, je dirige un service de nouvelle écriture dans le groupe L'Équipe, qui consiste à la fois à lancer des nouveaux formats numériques et également à gérer des opérations transmédia. Donc voilà, ce service existe depuis 6 mois, et ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur les questions de transmédia et sur des essais de nouvelles formes, à la fois donc, du webdoc qu'on a lancé il y a 2 ans, et maintenant une marque qu'on a lancée qui est plutôt du long form, du slow motion, ce que les Américains appellent le long form, à savoir des espèces de grands récits interactifs où on mêle des récits au long cours, des vidéos, de l'interactivité via des infographies, de la cartographie, des éléments comme ça. Alors, on va avoir l'occasion d'en reparler après. Charles-Henri. Bonjour, je m'appelle Charles-Henri Frison, je m'occupe d'une marque qu'on a créée à Kappa qui s'appelle Connected Stories by Kappa et qui regroupe tout ce qui est, on va appeler ça les nouvelles narrations, enfin en tout cas pompeusement tout ce qu'on peut faire avec des doigts, un ordinateur, un portable, une tablette. C'est une division transversale qui intervient sur les 3 domaines d'activité de Kappa, qui est donc à la base une agence de presse, qui est aussi une filiale qui produit des contenus corporate et qui a une filiale qui s'appelle Kappa Drama, qui produit des fictions et notamment Braco. Claire va peut-être vous en parler un petit peu plus, puisqu'on avait fait un ARG pour Braco. C'était magnifique, et Claire en plus. Donc. Spécialiste en sciences physiques. Quantique. Voilà. Moi je m'appelle Claire Leproust, on est officiellement en passage de relais avec Charlie, puisque après 5 ans je viens de quitter Kappa pour créer une nouvelle société. Je l'ai enfin eu. Voilà, il m'a tué. Et quand il m'a tué, je me suis dit que ça serait bien qu'il vienne, parce que c'est ce genre de truc, dépendance, indépendance, c'est un peu compliqué. Voilà, donc moi c'est une société toute nouvelle, puisqu'elle a moins de 2 mois. Je l'ai appelé, c'est un peu long, ça n'a rien de percutant, mais je l'ai appelé Fab Lab Channel parce qu'on est dans la fabrique et on est toujours un peu dans le laboratoire. Et puis Channel, ça fait un peu réseau, donc je trouvais ça sympa. Ça fait référence forcément aux imprimantes 3D aussi. Et puis, donc l'idée, c'est de travailler à la fois sur ce triptyque contenu, distribution notamment par les chaînes à la demande et expérience multimédia pour des producteurs, des chaînes de télé et des marques médias plutôt engagées qui trouvent que le contenu, parfois, ça peut avoir du sens et un impact dans la vie réelle. Voilà. Donc, on vient de commencer et voilà. Je suis là pour vous raconter ce qu'on avait fait aussi à Kappa, autour de Braco, notamment avec Eric. On va revenir sur tout ça. Voilà. Eric n'a pas trop dévoilé. Voilà. Et on va donner donc le micro à Voyer Lacquer qui vient d'arriver, voilà. Je suis confuse. Juste pour se présenter. Un petit peu embouteillée pour arriver jusqu'ici, mais du coup j'ai pas assisté à ton introduction, donc j'arrive un petit peu comme ça les mains dans les poches, mais je vais m'adapter. Il n'y avait pas vraiment d'introduction, donc tout va bien. Donc voilà, on en est juste aux présentations, donc en 2 mots, dis-nous un petit peu quel est ton rôle chez France Télévisions. Alors, donc moi je suis directrice adjointe des nouvelles écritures et du transmédia, qui est une structure relativement récente, même si maintenant 2 ans et demi de vie dans l'univers du web, c'est assez vieux. Donc on a à ce jour une 30aine de réalisations en ligne, je vous en parlerai un petit peu si vous voulez, une 50aine de projets en développement et en production chez nous. C'est 2 types d'objets audiovisuels et web, d'une part de la pure création web, donc décorrélée des antennes de France Télévisions, c'est une large gamme de web documentaires, c'est des applis, c'est des séries de web fiction, c'est toutes sortes de créations pour le web dans tous les genres. Et la deuxième grande activité de l'unité, c'est donc le transmédia. Transmédia étant, on raconte des histoires sur plusieurs plateformes, et étant un groupe de télévision, par définition, nous, il y a une des plateformes qui est une des antennes du groupe de France Télévisions. Et donc, sur ce terrain de jeu-là, on développe des dispositifs transmédia, des architectures de narration transmédia autour de programmes, de fiction, de documentaires, de la jeunesse, du magazine. La plateforme dont tu parles, c'est France 4 ? Non, pas du tout. J'allais finir ma phrase. Et ce, avec toutes les chaînes du groupe France Télévisions. Donc c'est France 2, France 3, France 4, France 5 et France O. Peut-être un jour les premières, mais c'est pour des raisons géographiques un petit peu plus compliquées. Et pour finir, évidemment, France 4 étant en train de faire
une mue et faire peau neuve vers une chaîne qui va s'adresser essentiellement au jeune public, aux jeunes adultes, et étant une chaîne qui est censée devenir une chaîne des nouvelles écritures, forcément on va dire la connivence et les affinités entre le travail du département des nouvelles écritures et le travail éditorial de refonte de la chaîne France 4 voilà, est très, très proche. Donc on travaille beaucoup avec France 4 forcément, mais pas que, puisqu'on a toute cette activité web qui est décorrélée des programmes du groupe France Télévisions, qui sont néanmoins des programmes labellisés, pour le coup labellisés France Télévisions Nouvelles Écritures, mais également on continue à travailler évidemment avec toutes les chaînes. Voilà. D'accord. Alors ce matin, il y a un des conférenciers qui a dit on parle toujours des nouvelles écritures, moi ça m'énerve parce que finalement on raconte toujours des histoires. Voilà, donc, et là on utilise beaucoup le terme nouvelles écritures. J'aimerais bien que vous me donniez votre définition des nouvelles écritures. Et nous en fait on se bat pour ça. Notre métier il est le même que le métier d'un réalisateur, d'un producteur ou d'un responsable de programme dans une télévision. À la base, nous on raconte des histoires. Après, la petite liberté qu'on a, enfin la grande liberté qu'on a par rapport à une antenne de télévision classique, c'est juste qu'on a à notre disposition des outils à la fois techniques, mais surtout un extraordinaire terrain de jeu avec des plateformes numériques qui peuvent être évidemment soit le web, mais également toute forme d'autres outils, d'autres nouveaux médias. Et également, d'ailleurs, on a tendance un peu à l'oublier, mais quand on parle de transmédia, on n'est pas forcément d'ailleurs sur des nouveaux médias. Et nous, ça nous amuse totalement de déployer en fait des architectures et des dispositifs en utilisant aussi ce qu'on appelle des vieux médias, voilà, comme le livre, comme une exposition, comme un concert, toutes sortes de manifestations d'une histoire, qu'elle utilise des plateformes numériques ou pas, finalement, fait partie d'un dispositif transmédia. Oui, alors on va laisser un micro là, je vais juste récupérer une question aussi. Voilà, non, gardez-le. Je ne peux pas laisser passer ça. Une nouvelle écriture, oui, on est dans des nouvelles écritures. Moi qui viens du jeu, il y a eu des moments où je me trouvais confronté à des problématiques de narration que je pense aucun réalisateur de film ou de série n'est confronté. Je pense qu'on a ouvert, effectivement, un jour j'ai fait une conférence, puis il y a un producteur de film qui est venu, et puis il y avait Michel Reillac aussi, et on s'est fait engueuler tous les deux parce que il dit vous avez ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'en fait vous avez laissé le spectateur, finalement, vous lui laissez tellement de liberté qu'il va venir influer sur votre savoir-faire et sur le cours de l'histoire. Mais c'est vrai que je pense qu'une des problématiques qui va se poser à l'échéance des 10 prochaines années pour tous les gens qui racontent des histoires, c'est comment faire aujourd'hui pour raconter des histoires aussi prenantes, émouvantes, telles qu'on les raconte depuis Homère, enfin depuis la littérature en passant du 19e siècle, en passant par ces grandes séries américaines extraordinaires, et comment faire en fait pour continuer à raconter des histoires de cette façon-là, tout en permettant au public d'interagir avec ces histoires, d'interagir avec les personnages, de modifier éventuellement le cours de l'histoire, voire même la fin de l'histoire. Et ça, c'est une problématique auquel nous, dans le jeu vidéo, on se confronte depuis une trentaine d'années. On n'a pas trouvé, loin de là, la solution. Aucun game designer dit « Oh là, ça y est, moi j'ai trouvé la solution ». Au contraire, on se rend compte que des fois, le jeu et ses mécaniques prennent largement, souvent, le pas sur l'histoire, les émotions, etc. Et donc, on est plein à chercher, personne n'a encore trouvé, mais je pense qu'on est obligés tous, qu'on vienne maintenant de la télévision, du jeu, du cinéma, parce qu'on est sur du web, enfin à un moment donné, hein, le transmédia, on dit le transmédia, c'est quand même majoritairement du web, le transmédia. Et donc à un moment donné, l'interaction va forcément nous obliger à repenser la façon dont on raconte les histoires. Je voudrais qu'on me donne c'est une nouvelle écriture. D'accord. Alors, on va voir côté de l'équipe, puisqu'ils utilisent aussi ce terme nouvelles écritures. L'équipe, c'est un média papier, c'est aussi un site internet, l'équipe.fr, qui fait de bonnes audiences. Alors, en quoi ces écritures, elles sont nouvelles pour l'équipe.fr? Alors, nous, on n'est pas tout à fait dans la même... Enfin, on est dans une problématique qui est sensiblement la même avec les autres intervenants, si ce n'est que, voilà, on est sur un média qui mélange à la fois du papier, on a du web, on a une télé maintenant, et donc on est dans un multimédia complet. L'idée de la nouvelle écriture s'étend sur, c'est peut-être plus dans la narration, la manière
d'un point de vue journalistique, on peut raconter les histoires à nos internautes et de ne pas s'adresser à eux comme on le faisait habituellement, avec des codes extrêmement rigoureux, une standardisation des formats, une standardisation également de la position du journaliste vis-à-vis, entre guillemets, de l'internaute. Je pense par exemple à ce qui a été dit. Il y a une obligation de repenser en gros notre positionnement par rapport à nos lecteurs, quels qu'ils soient, et on est plutôt dans des dispositifs, on essaie de les faire participer, y compris à la fabrication des contenus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nouvelle écriture. Après nous, c'est culturellement, on fait des objets qui sont pas très très loin de ce qu'on a toujours fait, donc il n'y a pas d'innovation particulière, on raconte des histoires également. Voilà. D'accord, on va passer peut-être le micro à Charles-Henri. Chez Capa, vous travaillez aussi sur des formats qui maintenant sont plus forcément nouveaux, puisque les web documentaires, c'est même pas vieux. C'est des trucs de papy maintenant, les web documentaires. Mais vous avez travaillé sur ces nouveaux formats-là. Pour vous, les nouvelles écritures, c'est quoi? C'est des écritures qui n'ont pas été pratiquées avant. Donc déjà, quand on vient de la télé, c'est arrêter de faire des choses qui commencent à une certaine heure et qui se finissent 52 minutes plus tard, avec des gens qui sont restés assis dans leur canapé. Donc on s'est posé cette question-là, on se l'est appliqué à nous-mêmes, on a fait un numéro 0. On avait 20 ans à cette époque et je ne laisserai à personne le droit de dire que c'était le plus bel âge de la vie. Donc on s'est appliqué ça à nous-mêmes en mode labo, en faisant une espèce de... Bref, finalement, on a revisité nos archives, on a vu comment on pouvait les faire commenter par les journalistes qui étaient encore là et qui n'étaient pas encore partis à la retraite. Et donc voilà, et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un créneau pour nous, déjà, questionner notre façon d'aborder les histoires qu'on racontait et qu'on ramenait, et de les enrichir. Donc voilà, après tout a été dit, c'est difficile de reprendre la parole après ce qui a été dit, parce que finalement quand on dit qu'on s'attache à l'histoire et qu'on veut que la personne ait la même expérience, et l'expérience d'une force équivalente à un récit linéaire ou qui soit littéraire ou en télévision, on tend tous vers cet objectif. Les moyens qu'on va utiliser pour remettre en œuvre, qu'ils soient des moyens qui viennent du jeu ou plus simplement du web documentaire ou de la longue forme, hein, qui est le truc qui est intéressant journalistiquement, pour ce qu'a fait le New York Times avec ses exemplaires, c'est pas franchement, à mon avis, c'est pas franchement là où est le propos, quoi. Le truc, c'est d'arriver à captiver. Perret qui faisait un livre, il appelait ça la disparition, on enlevait le E, quoi. Donc nous, on doit essayer d'enlever le E de la grammaire classique, commune à tous, de la télévision et de l'information générale, et de rester intéressant. Voilà. C'est ça le jeu, je trouve. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je suis vraiment d'accord avec ça, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que, c'est marrant, tu disais le web documentaire, là c'est presque le Moyen-Âge maintenant, sauf qu'on pourrait dire qu'il y a une nouvelle génération de web documentaire et qu'à chaque fois on cherche cette fameuse expérience utilisateur nouvelle, hein, qui va faire que il va y avoir un truc de nouveau, et c'est là où notre terrain de jeu il est extraordinaire. C'est là, à la différence d'une télévision, je parle de mon média parce que je le connais bien et que c'est hyper classique et hyper formaté, on a cette possibilité avec ces outils avec lesquels on joue, de pouvoir trouver un petit truc nouveau à chaque fois, aller expérimenter une nouvelle expérience, une nouvelle grammaire. J'aime beaucoup l'idée de la grammaire nouvelle à chaque fois, qui fait que même si tu fais du web documentaire, aujourd'hui ça ne veut plus rien dire web documentaire, parce que tu en trouves de plein de formes différentes. Alors lui, je vais le dénoncer, il m'a même dit le web doc c'est mort. Alors, lui, il a osé me le dire. En fait, on nous demande souvent, mais ça c'est quoi? C'est un web doc, c'est une web fiction, souvent on dit c'est un bidule, c'est un ovni web, c'est un objet web. Voilà. Et comme ça, on n'a pas besoin de le définir, de le contourner, de le mettre dans une case. C'est vrai que AppDoc, c'est pas très joli. C'est vrai. Mais non, moi je pense que le résumé de qu'est-ce qui se cache derrière les nouvelles écritures, c'est tout simplement une question qui après s'appréhende dans toute la diversité de la création, qui est la place de l'utilisateur. Après, que ce soit du jeu, de l'engagement, faire sortir les gens dans la rue, commenter, s'en souvenir, en rêver, faire des cauchemars, enfin peu importe, mais je pense que la question qui diffère, c'est juste celle-là. Ce qui ne veut pas dire que dans le monde des histoires, depuis qu'elles existent, l'auteur en littérature, en cinéma, etc., ne s'est pas posé cette question-là, mais là, il doit se la poser de façon plus directe, au sens plus interactif. Voilà, c'est tout. Après, dans la diversité de tout ce qui existe, la création est large, et donc après, dans le très nouveau et moins nouveau, voilà, est-ce qu'aujourd'hui,
Sur YouTube, il y a des formes nouvelles, alors même que ce sont des players en général qui laissent filer des vidéos linéaires. Est-ce que pour autant ça peut être considéré comme des nouvelles écritures? Sûrement oui. Voilà, maintenant, pas toujours, etc. Donc je pense que ça, c'est le premier sujet. Et je trouve qu'il y a un deuxième sujet, qui est qu'aujourd'hui, on est quand même globalement tous confrontés à une donnée qui est l'océan des images. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu. Et donc, est-ce que ça, finalement, c'est probablement ça un des défis, est-ce que ces nouvelles écritures vont permettre à ce que certaines histoires aient plus d'impact sur les gens, de façon à ce que soit leur cerveau disponible soit un peu plus happé, si on le parle à la façon des années 80 de Lelay, soit tout simplement on a laissé des traces et il y a un impact plus fort de cette histoire-là dans le vécu de chacun. Et je crois que c'est ça le sujet. Et du coup, un troisième sujet, mais qui est plus philosophique, mais qui malheureusement est celui qui reste une contrainte pour tous, hein, c'est le facteur temps. Et ça, on ne l'a pas encore totalement bien appréhendé. Donc finalement, le point commun, c'est peut-être cette notion d'histoire. Eric le fait à travers des jeux et des ARG. Jérôme le fait peut-être, je ne sais pas si on l'a affiché là, donc il va en parler mieux que moi, mais à travailler sur un format qui explore, qui est peut-être mal retranscrit à l'écran, je ne suis pas sûr que la vidéoprojection lui rend hommage, mais qui est en fait une nouvelle manière de raconter des histoires. Il y a vraiment une dimension storytelling dans tout ça. Oui, nous en fait, on s'est un peu inspiré de ce... Enfin, on n'a rien inventé, hein, on va être honnête. Dans les années 70, il y avait des grandes revues anglo-saxonnes qui déjà en fait racontaient des histoires de manière différente. Il y avait Granta, pour ceux qui connaissent, en Angleterre. Il y a bien sûr le New Yorker aux États-Unis. L'idée en gros de ces longues formes, c'est, on va dire que c'est un objet entre un livre interactif avec parfois des éléments qui vont être beaucoup plus sur de la vidéo. On essaie d'utiliser, avoir recours à tous les moyens possibles pour raconter au mieux une histoire, la photo bien évidemment. On a également de la cartographie, l'infographie, ce que je disais. Et l'idée en fait, c'est de proposer une expérience autour d'une histoire à l'internaute, autour d'un temps de programme qu'on estime entre 1 heure et 1 heure et demie. Il y a une dimension storytelling. Pas sur celui-ci, parce que là, c'était l'histoire d'un... C'est-à-dire que si, temps programme, c'est-à-dire si je lis tout, j'y passe du temps, voilà, il y a 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, pour pas 1 heure et demie. Ouais. C'est pas très ambitieux, ça. Quand on sait que sur des webdocs, les gens ils y passent en moyenne 10-15 minutes. Bah alors nous, on l'a conçu d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on a rangé tout ça par chapitre, et chaque chapitre peut se lire indifféremment. C'est-à-dire que c'est pas un objet unique, on peut le prendre par tous les bouts. On peut l'attaquer par la fin, par le début, on peut regarder que les vidéos, on peut aller juste sur les éléments interactifs. Chacun fait sa propre expérience. Ça, c'est un truc que vous constatez, peut-être via les cookies ou des éléments d'analyse, que les gens reviennent sur le format? Oui, on a des chiffres d'audience qui sont assez importants. Voilà. Tu peux les donner. En moyenne, là, on en a fait 8. Les 4 premiers qu'on a fait, ils étaient juste accessibles en web, ils n'étaient pas en responsive. Or, on sait que 65% de l'audience de l'équipe, elle se fait sur le mobile, tablette et smartphone. À titre, voilà, pour vous donner une information, il y a à peu près 6 millions de visiteurs uniques, entre 6 et 8 millions, parfois 9 millions de visiteurs uniques par mois sur le site de l'équipe, ce qui est quand même assez colossal. Et donc là, en moyenne, on a eu sur les 4 premiers, en étant juste sur le web, on avait 220 000 visites en moyenne. Et depuis qu'on est passé en responsive, on est à plus de 500 000 visites par mois, donc sur la durée d'un mois, en sachant que ça ne prend pas en compte la traîne de chacun de ces sujets, où à chaque fois qu'on en met un nouveau en ligne, les autres bénéficient d'une nouvelle audience. 500 000 pour l'ensemble, tu veux dire? Non, 500 000 juste pour un sujet comme ça. Et vous avez le temps de consommation moyen? Le temps de consommation moyen est de 9 minutes, là où le site de l'équipe est plutôt à 2 minutes, et je crois qu'on a le temps moyen le plus élevé des sites d'information français. Et carton d'audience, c'est quel sujet? Placez-vous le micro. Le carton d'audience, c'était sur l'affaire Pistorius. En fait, au mois d'octobre, on a fait pour le coup du storytelling. Vraiment, on a envoyé un de nos reporters qui avait déjà couvert un peu l'affaire en Afrique du Sud, et on avait pas mal déjà d'éléments, et on s'est dit on allait le raconter sous forme de polar, avec une graphiste qui a fait donc une conception très polarisée, on va dire, de polar, on va dire plutôt, et on a écrit en gros le texte comme un polar. Voilà. L'idée étant bien sûr qu'on a fait une enquête journalistique et que dans cette narration, on n'est pas allé au-delà des éléments qu'on avait récoltés. C'est le deuxième à droite.
celui-là? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc, on avait vraiment joué le coup à fond. Alors on a tenté des choses plus ou moins réussies. On a mis des petits éléments interactifs qui, du style, voilà, chercher à avoir des indices, et derrière les indices, en fait, on avait à chaque fois des informations réelles. Ça, c'est, voilà, on a eu pas mal de critiques à ce niveau-là, mais celui-ci, on en est à 1 200 000 visites pour juste ce numéro-là, donc c'est assez colossal. Vous voyez les chiffres qu'a donné Jérôme, les chiffres d'audience, c'est des chiffres que vous retrouvez, vous, sur les dispositifs que vous créez? Nous, on ne peut pas faire vraiment de comparaison parce qu'on a des choses extrêmement différentes. On a aussi du linéaire. Hein. Quand on fait de la web fiction, par exemple, on est sur des petits films qui durent entre 3 et 16 minutes. Donc voilà, le temps de consommation, c'est qu'on espère que C'est morbide, hein, l'internaute va aller jusqu'à la fin du film. Et après, c'est très variable. On a effectivement, on a des expériences. Alors c'est vrai que 1h30, 2 heures d'expérience, on se dit que c'est pas mal, en espérant effectivement que les gens reviennent. Et effectivement, 9 minutes de consommation, c'est un très très bon taux, sachant que en général, on est plutôt sur alors peut-être pas sur du contenu riche comme le web documentaire, ou voilà, mais sinon on est plutôt sur des taux qui sont autour de 1, 2, 3 minutes, en tout cas sur les sites d'infos, ce genre de choses. Et après, nous, c'est vrai que sur nos webdocs, on est aussi dans ces ratios-là, et quand on a ce chiffre-là, on est très content. Sur les formats que vous créez, contrairement au format Explore, qui n'est pas censé générer de la participation du public, hein, mais juste de la consultation, vous essayez de créer en fait des dispositifs, je pense au webdoc et au dispositif transmédia sur le viol, qui génèrent de la participation. C'est pour vous une composante importante des dispositifs transmédia? C'est quelque chose que l'on recherche en fonction du sujet. En fait, on a des projets qui sont fondamentalement contributifs et d'autres qui ne le sont pas du tout. On a fait un webdoc, on a lancé un webdoc en partenariat avec le monde.fr en décembre qui était sur les immolations. Alors désolé, on a des sujets très légers, mais on a aussi des sujets un peu lourds. Et là-dessus, c'est vraiment l'expérience utilisateur qu'on a voulu creuser, et on n'a pas laissé la possibilité de faire de la contribution sur un sujet comme ça. Sur le viol, c'est encore un autre sujet bien lourd, je suis désolée, mais là, pour le coup, on a identifié que le vrai problème sur cette thématique-là, c'était effectivement la parole et la libération de la parole. Et on a été très étonnés quand on a mis en place cet outil de témoignage, parce qu'en fait, ça n'existait pas vraiment comme ça. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels il y a des plateformes de témoignage qui existent, mais là, on a vraiment assumé notre rôle de service public, puisqu'on a proposé un outil qui n'existait pas, et on a été très étonnés des retours à la fois quantitatifs et qualitatifs de témoignages qu'on a reçus, à tel point qu'on a décidé de pérenniser cette plateforme, on l'a transmise à une association, on en a fait un livre, et là je viens d'apprendre qu'il y avait même un auteur belge qui voulait en tirer une adaptation théâtrale. Donc pour le coup, on arrive sur du vrai transmédia. Mais voilà, après, selon les sujets, on décide que oui ou non, le sujet a un gros potentiel de contribution ou pas. Charles-Henri, c'est le sujet qui détermine le fait de faire du participatif ou pas? Oui, je pense. Nous, on bosse pas mal avec les ONG, on bosse pas mal parce qu'on est des producteurs indépendants. Donc on a un problème majeur, c'est que si on veut faire du transmédia ou du multimédia ou des nouvelles narrations, il faut qu'on trouve un client qui nous paye pour le faire. Donc il y a deux solutions, c'est là où on essaye de faire des choses, on essaye de monter des dispositifs de prod un peu exotiques. On en avait réussi un avec Médecins du Monde il y a 3 ans maintenant, c'est l'archéologie, et qui traitait notamment de problèmes qui sont toujours d'actualité, puisqu'on y trouvait des Roms, on y trouvait des mal logés, des SDF, des migrants à Calais, enfin on avait le mix habituel. Et on a bien évidemment fermé les contributions, mais immédiatement, parce que je crois qu'on les a laissés ouverts juste pour voir ce que ça donnait, et on a fermé. Et en fait, moi, mon point de vue, c'est que sur des sujets d'info, alors, c'est une mobilisation de collègues de la parole, le viol, c'est un sujet qu'on connaît, puisque c'est Capa qui avait fait le documentaire sur le viol, un des deux documentaires sur le viol, ouais, pardon, on avait deux. Voilà, ça se justifie sur ce qui est des choses finalement plus qui sont un cheval entre l'intérêt public, l'information, et avec des sujets sensibles. Moi, j'ai pas, sur les productions qu'on fait nous et sur lesquelles on a la main, moi je trouve pas qu'on ait
avantage à ouvrir à la contribution quand on voit ce qu'est la contribution sur des canards, sur des sujets un peu sensibles, ce que peuvent être les contributions sur Libération, sur Le Parisien. On n'avait pas envie que ça se fasse dans le cadre d'un webdoc qu'on faisait sur une ONG où on parlait des Roms ou des migrants à Calais. Ça a été abominable, abject à 99,99%. Donc on est totalement contre-productif via la contribution. C'est-à-dire en s'appropriant un code du web et en ouvrant, enfin du transmédia, en ouvrant le récit, en étant c'est un peu idéaliste et tout, ce qu'on remonte c'est du trolling à 400%. Voilà. Sur ce coup-là, on a fait un... La problématique de la contribution, c'est vraiment la modération derrière. C'est-à-dire que qui dit contribution, en plus nous, on a un rôle d'éditeur, donc on a vraiment une responsabilité juridique voilà, là-dessus. Et donc tu choisis de faire de la contribution, d'une part parce que c'est cohérent avec le sujet, mais aussi parce que derrière, tu alignes les moyens humains et financiers pour que ton truc ne dérape pas. Sur ActMind, le community management, c'est lourd, c'était... Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, heureusement, mais oui, il y avait quand même 3-4 personnes quasiment à plein temps pendant les 8 semaines. Ouais. Oui, c'est pareil. Juste, pardon, parce que quand on parle de contribution, il y a deux types de contribution. Il y a la contribution commentaire, enfin, ce dont on parle là, qui du coup suppose derrière modération, voire intervention d'un community manager, et puis il y a la contribution créative ou active, qui là, pour le coup, est un autre sujet, Ouais. enfin, si je peux me permettre, et qui nécessite d'être en fait bien définie en amont, bien drivée, et mieux elle est définie éditorialement en amont, et plus on a qualitativement du contenu intéressant. Claire, toi, tu es sur un projet qui est en fait une plateforme YouTube de contenu qui s'appelle Rendez-vous à Paris. C'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, on voit fleurir ce type de contenu, ces web-séries qui arrivent sur les plateformes. Et je me souviens, Claire, t'avoir déjà entendu dire que ces plateformes de vidéos, c'est quand même un public particulier, et que le contenu ne se conçoit pas de la même manière, etc. Il y a des enseignements que vous avez tirés sur cette chaîne Rendez-vous à Paris. Je crois que je vais pouvoir l'afficher si tout va bien. Oui, donc en fait c'est une chaîne qu'on a lancée dans le cadre d'un programme que YouTube a souhaité mettre en place après l'avoir lancé aux États-Unis, puis en France, Angleterre, Allemagne, il y a un peu plus d'1 an et demi, qui consistait à se dire, vous voyez YouTube quand même, qui est quand même une plateforme mondiale et dominante, on va dire, c'est comme ça, et qui avait considéré qu'il y avait beaucoup de contenu, qu'il commençait à y avoir pas mal de contenu de qualité fait par des autoproducteurs, ces fameux youtubeurs, podcasteurs, qui avaient pas mal de contenu aussi, si on prend l'exemple de la TED, enfin bon voilà, de professionnels qui commencent à arriver, mais que finalement les contenus entertainment, enfin en tout cas ceux bien produits, et notamment pour la télé, n'étaient pas du tout là. Et donc ils avaient cette préoccupation de dire il faut qu'on attire des people, il faut qu'on attire des talents, il faut qu'on attire des producteurs, il faut qu'on attire des majors, et donc la meilleure façon de le faire, pour qu'ils comprennent ce qu'est la plateforme, c'est de leur donner un minimum garantie pour qu'ils lancent leur chaîne. Voilà. Et donc cette chaîne Rendez-vous à Paris, elle fait partie d'un petit plan en France où il y a eu une douzaine de chaînes qui ont été concernées. Ils sont allés voir des acteurs comme Au Féminin et Doctissimo, par exemple, qui avaient déjà des communautés en ligne thématiques, et puis ils sont allés voir des producteurs plus classiques comme Endemol, Cabot qui fait scène de ménage, Kappa en l'occurrence, et puis voilà, a émergé une chaîne qui est une success story, qui est Studio Bagel, que vous connaissez sûrement, qui a eu le pif de réunir façon troupe un certain nombre de youtubeurs qui marchaient déjà bien sur YouTube, les faire travailler ensemble. De fil en aiguille, ça a intéressé Canal, qui en a fait une émission qui s'appelle Le Grand Before. Puis Canal vient d'annoncer qu'il y avait pris 60% dans cette chaîne-là, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est le contexte. Nous, quand on a lancé cette chaîne, peut-être à tort, en fait, YouTube nous a demandé de faire une chaîne d'entertainment, alors que chez Kappa, on était plutôt quand même une boîte pas particulièrement ancrée et connue pour sa capacité à divertir, voire à faire rire. Ça plombe en Parce que par général le exemple, sujet. dès que tu parles d'immolation, de viol, ça c'est les sujets qui ont été traités. Life is a bitch and then you die. On a tous un t-shirt. J'avais dit, on est trop bien informés pour être optimiste, mais c'était en deçà de la réalité. Voilà, bon. Donc quand on faisait du entertainment, on s'est dit, bon, on va faire une chaîne. Tiens, si on l'utilisait comme elle était censée être internationale, on s'est dit, on va l'appeler Rendez-vous à Paris, parce que Paris, l'international, ça fera écho, puis on va tordre un peu le nez à la capitale, et puis on va faire une chaîne de lifestyle, et puis de magazines un peu street comme ça, puis il y aura aussi de la fiction, et puis voilà, ça sera plutôt
Voilà, bon, au fur et à mesure qu'on a avancé, mais très vite, on s'est rendu compte que la fiction, ça marchait pas mal, donc ces fameuses web-séries. Par contre, les magazines, ce ton-là, cette écriture-là, ça marchait pas du tout. Voilà. Et on a réorienté totalement la chaîne sur des shortcoms, c'est-à-dire des séries de format court, en ayant appris un certain nombre de choses qui sont effectivement des techniques, voilà, particulières de production et de mise en ligne sur des chaînes comme YouTube. Alors pour répondre plus précisément à ta question, oui, c'est clairement un écosystème particulier que ces consommations de vidéos à la demande. Oui, c'est un océan d'images et donc pour émerger, c'est quand même assez compliqué. Oui, il y a un algorithme de la Matrix qui fonctionne et qui surjoue finalement les bonnes audiences. Voilà, plus vous faites de l'audience et plus vous remontez dans les algorithmes et plus vous avez de chances d'être vu, etc. etc. Oui, c'est important de piger ça parce qu'on est dans un secteur de... Enfin, on est dans un usage de vidéo à la demande qui, comme vous le savez, n'a aucune raison de s'amoindrir. Voilà, on est au début de la consommation à la demande, avec derrière ce qu'a fait le succès de Netflix, iTunes, etc. C'est tous les systèmes de recommandation. Donc on est sur des problématiques fortement basées sur des données d'audience, sur des statistiques, sur des comportements, sur de la technologie, sur de l'informatique, sur ça qui n'a pas grand-chose à voir avec le contenu. Donc tout ça, il va falloir composer avec. Et enfin, pour terminer, du point de vue des contenus, enfin, je vous invite un peu à regarder, et puis, parce que là, j'ai pas le temps de faire un cours, mais c'est vrai que mettre en ligne des contenus, ça suppose des techniques particulières qui sont propres à faire s'engager l'audience, donc la fameuse contribution dont on parlait tout à l'heure, faire en sorte que ça qui est vu sera aussi générer d'autres vues pour entraîner un écosystème favorable à sa chaîne. Et enfin, il y a des façons d'avoir une posture sur Internet quand on parle, et qui s'applique aussi à la fiction d'ailleurs. Je prends juste un sujet, des termes comme ça. Je suis arrivée à CAPA il y a 5 ans, on parlait toujours de l'animateur, il doit concerner, il doit être en empathie avec, voilà, enfin, il incarne, voilà, on a des mots comme ça en télé. Sur YouTube, on parle de proximité, respect, effet miroir, pote, voilà. Enfin, bon, alors, je vais me dire, c'est un peu vil, mais c'est des postures qui ne sont pas du tout les mêmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que tu disais. Parce que l'écran n'est pas, l'écran n'est pas à distance. En fait, l'écran est personnel. Parce que l'usage est celui d'un visionnage sur un téléphone, sur son propre ordinateur, et très souvent dans sa propre chambre, et sa propre tablette. Et donc la proximité avec l'écran est telle que du coup la relation avec le programme n'est plus la même. C'est du face-à-face sur un écran, un téléphone qu'on va mettre à côté de soi quand on s'endort et qu'on va regarder quand on se réveille le matin. D'accord. Et enfin, et le dernier truc à savoir, c'est que effectivement les audiences sur YouTube sont très jeunes. Quand je dis très jeunes, YouTube commence à calculer à partir de 13 ans. Et évidemment, il suffit de regarder autour de vous pour savoir qu'à partir de 8 ans, en gros, milieu de primaire, et encore, il faut passer le CP, ils sont déjà sur YouTube. Donc la réalité du cœur d'audience de YouTube est qu'il est très jeune, probablement 8, 17, ça c'est le gros cœur, jusqu'à 25, et après ça s'étire. On va revenir sur plusieurs fois dans l'après-midi, on a évoqué des ARG dans différentes dimensions. Je crois que vous avez déjà utilisé ce type de dispositif, notamment sur la relance de la dernière saison d'HeroCorp, avec un jeu pour les fans participatif. Pour vous, ce type de format, c'est un format d'avenir, c'est un format qui doit évoluer, ou c'est quelque chose qui va mourir parce que ça demande un engagement tel que les chaînes n'iront plus sur ce terrain-là? C'est un peu présomptueux de pouvoir tirer des conclusions avec la petite expérience d'ARG qu'on a. Ce qui est sûr, c'est que l'ARG est une forme très intéressante qui s'adapte bien à la fiction. Et je dirais, alors nous, on a expérimenté l'ARG donc avec HeroCorp, mais également avec Plus belle la vie. On a fait un premier ARG il y a 1 an et demi maintenant, et on est en train de travailler sur une nouvelle opération, cette fois vraiment massive et puissante pour l'automne. Je dirais, alors après Eric connaît bien mieux que moi les mécaniques, je dirais que ça marche bien quand on a déjà une communauté de fans existante.
et ça a extrêmement bien marché sur HeroCorp, parce que en fait, le mot avant même, plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, voire mois avant l'arrivée de la saison 3, il y avait déjà eu un énorme événement à la Comic-Con avec plusieurs milliers de personnes, le mot était passé, l'appli a été prête très en amont, ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'un ARG, forcément, il vit quand même sur un certain nombre de semaines, et donc par rapport à votre événement antenne, il faut, alors sur Plus belle la vie, qui est un feuilleton récurrent, ça fonctionne, on peut quasiment se caler quand on veut. Sur une saison qui va durer que quelques semaines, il faut prévoir le coût, et il faut que la communauté puisse grandir. Évidemment, elle grandit d'autant mieux qu'elle existe déjà, puisqu'en général, c'est des mécaniques assez exponentielles. Mais c'est vrai que sur HeroCorp, ça a extrêmement bien marché. On a eu plus de 40 000 téléchargements de l'appli, et on était dans du vrai transmédia. Alors, je dirais que c'est moins la forme ARG qu'on peut avoir comme sur Altminds ou comme sur ce qu'on avait fait sur Plus belle la vie, où là, on est vraiment dans du transmédia, dans le sens où l'appli nous donnait... il y avait à la fois des mécaniques de jeu, et puis du préquel, des personnages qui ne sont pas dans la série, mais qui existent parallèlement sur d'autres plateformes virtuelles, enfin toutes sortes d'éléments qui sont des éléments du transmédia, qui ne font pas exactement un ARG qui, pour moi, mais je me trompe peut-être dans la définition, parce que toutes ces définitions, elles sont assez mouvantes, mais plus de l'ordre de la chasse au trésor ou d'un jeu avec plusieurs chapitres et plusieurs étapes. Mais là, plein d'éléments qui étaient rassemblés dans cette appli, donc ça en fait quand même un très bel objet transmédia. Voilà, mais j'aimerais bien écouter Eric là-dessus, parce que pour le coup, c'est le pape de l'ARG en France. Moi, j'avais été surpris par le succès de Plus belle la vie, justement, parce que sans vraiment communiquer dessus, il y avait quand même... Et en plus, a priori, on se dit, c'est pas forcément le public le plus geek, voilà. Mais il y avait quand même, je crois, 20 000, 30 000 personnes qui ont joué pendant l'été. En plus, c'était... C'était complètement confidentiel, c'est-à-dire qu'on avançait masqué, et personne n'a communiqué sur un ARG, le truc a émergé sur le web, et puis il y a eu des suiveurs, ça a parlé... Un épisode de Plus belle la vie, c'est quoi, 5 millions de téléspectateurs? Non, 4? Plus encore. Donc c'est la plus grosse audience en termes de série aujourd'hui pour France 3. Mais, oui. En feuilleton, mais il n'y a pas beaucoup de comparaison en feuilleton. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer à du prime time, mais en access, il n'y a pas beaucoup de comparaisons comme ça. Mais c'est effectivement, c'est un des piliers d'audience de France 3. Après, tu as des primes qui peuvent monter à beaucoup plus. Mais voilà, c'est ça, à peu près. Oui, donc ça prouve que ça peut toucher un public qui n'est pas celui... moi, quand on regarde les ARG en fait, qui sont sortis depuis une dizaine d'années, ils étaient très compliqués parce que justement, on incitait les gens à se regrouper en communauté, à chercher ensemble, parce que le but, c'était pas que les joueurs aillent jusqu'au bout du jeu, le but, c'était de créer du buzz autour d'une marque, donc de susciter des mystères, et à la rigueur, plus les mystères étaient touffus, plus les gens se mettaient à plusieurs pour le résoudre, etc. Donc on était sur des mécanismes très geeks et quand même très communautaires et pas forcément grand public. Après, je ne sais pas si... Je me pose vraiment la question de savoir si à un moment donné, un ARG pourrait être grand public. Je pense que oui, si on travaille vraiment l'ensemble d'une manière native, comme on dit, avec les créateurs du scénario d'une série télé classique. C'est-à-dire si on imagine des procédés, où à la rigueur, chacun, encore une fois, il trouvera son compte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites pastilles interactives, comme celle qu'on avait fait pour Braco, qui était aussi un succès dans le sens où Braco, on avait des joueurs, enfin certains nous l'ont dit, qu'ils n'avaient jamais, enfin que ce n'étaient pas des joueurs de jeux vidéo, et on leur demandait vraiment 15 minutes, c'était des gameplays très simples, très casual, comme on dit, et finalement on a réussi à faire entrer dans ce dispositif des gens qui n'étaient pas forcément des joueurs. Donc je pense que c'est possible, mais il faut le faire effectivement avec d'autres principes que ceux qui ont été faits depuis 10 ans sur les grands ARG qu'on connaît tous, autour souvent des lancements de produits ou autour de séries, mais des séries très geeks comme Lost, par exemple. D'accord. Je vais rendre la parole à Jérôme, parce que je crois que pour l'une des premières fois, l'équipe met en place, à l'occasion des Jeux paralympiques, un dispositif plus transmédia que d'habitude. C'est-à-dire ça va au-delà du simple format Explore. Oui, en effet, alors nous on est parti plus d'une constatation lors des derniers Jeux Olympiques en 2012. À Londres, il s'était passé quelque chose
autour des Jeux paralympiques, la thématique du handicap était une thématique qui avait très fortement marché. Donc on a utilisé un peu le prétexte des Jeux paralympiques de Sochi qui vont avoir lieu à partir de demain pour faire une grosse opération transversale autour du handicap et qui prennent, voilà, nous on a des médias traditionnels qui vont donc le papier, le quotidien, le magazine, les multiples magazines qu'on a, la télé, le web, etc. Et donc l'idée c'était un peu d'avoir 3-4 programmes forts sur lesquels on puisse jouer, passer d'un média à un autre pour à la fois teaser, pour être complémentaire en termes d'expérience. Donc on a créé un site éphémère qu'on a mis en ligne en fin de semaine dernière, qui a servi en fait à agréger un peu tous les contenus. Ce site éphémère en fait a permis de pousser les premiers contenus qu'on a voulu déployer, à savoir le numéro de l'équipe magazine qui est sorti samedi dernier, un numéro qu'on a fait en braille. Voilà, on s'était posé la problématique de l'accessibilité. On a développé également, on n'a pas fait du webdoc, mais on a essayé de proposer, dans la mesure où on avait une émission lundi soir sur l'équipe 21 qui est passée, de faire un documentaire en second écran qu'on a développé pour les smartphones en particulier. L'idée étant de proposer, le sujet c'était sur deux soldats, un soldat français et un soldat canadien qui ont explosé à la guerre sur des mines ou dans des attaques. Il n'y a pas que Kappa qui fait des sujets lourds. On est content. Et donc là, on l'avait fait par un système d'insert. Alors on n'a pas fait de synchronisation parce que ça coûtait beaucoup d'argent à faire et c'était un peu compliqué techniquement. On partait du principe que l'internaute allait faire sa propre expérience utilisateur en prenant en gros son smartphone et en pushant les éléments contributifs qu'on lui proposait de voir. Et voilà, et donc on a essayé de concevoir une opération transmédia qui fonctionne. Au final, on a des résultats. On a fait aussi un numéro de spectateur, mais bon, ça c'est du classique. Et on a des résultats qui sont assez intéressants par rapport aux gens qu'on a touchés, aux audiences qu'on a obtenues. Et les résultats, Les résultats, par exemple, le mag qui a été donc teasé pendant une grosse semaine sur la plateforme qu'on a créée, sur le site éphémère, s'est vendu à 20% de plus qu'habituellement, ce qui est pour nous... alors voilà, ça ne prend pas en compte les ventes, abonnements, etc. En fait, on extrapole les chiffres qu'on a de Paris par rapport aux chiffres qu'on a et quelques résultats province. Le site éphémère, on est à peu près à 200-300 000 visiteurs uniques depuis, a priori, enfin, en extrapolant également, parce qu'en fait on sera en ligne pendant un mois. Voilà. Et sur les contenus, le doc avec le second écran a marché de manière relative. Voilà, on a 100 000 personnes qui l'ont vu, il y a à peu près 70 000 personnes qui ont utilisé le second écran. En majorité, on l'avait conçu, on n'avait pas conçu télé, smartphone, mais plutôt web ou tablette, smartphone. Voilà. C'est-à-dire que vous regardez sur la tablette et vous faites votre expérience avec votre téléphone. Et là, on a des chiffres qui sont assez positifs aussi. On a quelque chose comme, sur une soirée, la soirée de lancement, on avait 10 000 personnes qui ont commencé à regarder le programme, et il y a 7 000, sur les 10 000, il y a 7 000 personnes qui ont utilisé, en gros, qui ont fait cette expérience via leur téléphone. D'accord. Bon, il nous reste 5 minutes avant de conclure. Il y a une des étapes, en fait, dans le domaine des contenus et de l'audiovisuel qu'on est en train de passer, c'est l'arrivée de ces plateformes type Netflix, Hulu, etc., avec toute la structure qui leur permettent d'analyser le comportement des gens, les choix, la recommandation. Comment ça peut faire évoluer les choses dans une structure comme France Télévisions? Est-ce que déjà vous réfléchissez à des stratégies vis-à-vis de ça, et comment ça va impacter le transmédia? C'est vaste comme question. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi-même. Oui, forcément, on appréhende et on prépare et on anticipe comme on peut. Cette arrivée-là, je dirais que nous, service public, on est peut-être un petit peu moins impacté que des opérateurs de télévision privés. Mais néanmoins, qui dit fragmentation des audiences, ça va nous toucher aussi, donc voilà. Toutes les problématiques de stratégie, de diffusion, de gratuit, de payant, etc., on les adresse aussi. On a une filiale qui est FTD, France Télévisions Distribution, qui s'occupe aussi de ces problématiques-là. Nous, juste pour notre petit exemple, je vais parler de ce que je connais, mais par exemple sur la web fiction, donc nous on a monté une plateforme qui s'appelle Studio 4.0,
qui est quelque part un diffuseur de web-séries, comme Rendez-vous à Paris, voilà, à la différence près que comme on met de l'argent en tant que diffuseur, on met de l'argent dans de la coproduction et de l'acquisition de programmes, donc voilà, on alimente cette plateforme presque comme une chaîne de télé, on va dire, dans des budgets qui ne sont évidemment pas les mêmes. Alors, à la différence aussi d'une chaîne de télé, on n'est pas du tout dans des stratégies de diffusion, d'exclusivité, où quand on achète que pour nous, et puis surtout, il faut que ça reste chez nous et pas que ça parte ailleurs. Donc, on a développé toute une stratégie de diffusion également sur Dailymotion, sur YouTube. On a notre chaîne Dailymotion, on a des chaînes par projet sur YouTube, et c'est assez marrant d'ailleurs de voir comment se répartissent les audiences. Bien évidemment, depuis qu'on a ouvert à YouTube, sur une marque comme Le Visiteur du Futur, qui est une de nos marques fortes en termes de webfiction, évidemment, c'est massivement sur YouTube que les gens viennent voir Le Visiteur du Futur, mais néanmoins, on se rend compte que ça ne cannibalise pas forcément les audiences et sur Studio 4.0 et chez Dailymotion, qui était notre partenaire historique sur la webfiction. Voilà, il y a bon, ça ne répond pas à la question, mais oui, évidemment, ça fait un moment qu'on se pose toutes ces questions et qu'on n'est en tout cas plus dans notre petit village d'irréductibles gaulois à regarder juste chez nous ce qui se passe, et bien évidemment à tenir compte de tous ces changements conjoncturels et structurels de notre marché. Voilà. Répondre à cette question. Je crois qu'elle était la plus concernée en fait. On va devoir rendre la salle, je crois qu'à 18h, la salle ferme, donc il nous reste 2 minutes pour conclure. C'est toujours un peu frustrant en 1 heure d'essayer de faire le tour un peu d'un aussi vaste. Alors vas-y, tu voulais nous montrer quelque chose. Juste un petit clip qui fait 2 minutes, parce que juste pour vous montrer un petit peu l'étendue des choses qu'on fait, mais je voudrais pas monopoliser les 2 dernières minutes, donc allez, si tu nous accordes. C'est intéressant, vive les formats courts, vas-y. Vous voyez, c'est vraiment comme le service public qu'on paye. Vas-y. Il faut du son. Il faut du son, Il y a du son. Ah, il est là, regarde. Dia, c'est la langue des nouvelles écritures. Une langue nouvelle qui expérimente de nouvelles formes de récits, quel que soit le genre et le média, c'est la langue des nouvelles écritures. Initiez-vous à la musique tout en prenant la place du chef d'orchestre. Magique. Découvrez l'autoportrait d'une génération. Es-tu ami avec tes parents sur Facebook? Non. Oui. Grave. Oh ouais, grave. Pourrais-tu être heureux sans amour? Oui, je pense. Non. Changez le sexe de votre fiche de paix. Alors, juste ou pas juste? Et oui, tout est nouveau. Entrez dans le studio 4.0. Ladies and gentlemen, voici l'avenir de la télé. Parfois, je les déteste tous. Là, vous êtes Karim, dans l'image. Et un jour, il y a un gars qui est sorti de nulle part. Littéralement, de nulle part. Comment créer un best-seller? C'est tout simple, il suffit d'empiler les bons ingrédients et quelques scènes de sexe glissées au milieu. T'es sur les personnes, hein? Alors regardez, je voulais vous montrer parce que c'est le nouveau site des cobayes. Filmez-vous en relevant des défis. On est des cobayes ou on n'est pas des cobayes? Bah, on est des cobayes. Donnez la réplique aux acteurs. Elle n'avait plus de place pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et écoutez les voix du silence. J'ai été violée à l'âge de 14 ans. Sorti de la voiture, il s'est jeté sur moi, il m'a frappé à la tête. Je suis tombée son visage. Je pète de ton cul, fou, hein? Jouez à aider les héros. Alors, tu réponds à la question ou quoi? Quelle question? La question à $200. Qui est l'assassin d'Elvire? Ou jouez à être en avance sur l'enquête d'Agatha Christie. Devenez auteur en écrivant les textos d'Alice. T'as niqué? Oh, dis-moi t'as niqué, dis-moi t'as niqué. Elle a niqué. Voyagez Gare du Nord et faites connaissance. Et pour finir, mélangez fiction et documentaire pour composer votre propre film.
nouvelles expériences avec les nouvelles écritures. Bon, bah, c'est très bien, ça nous donne une idée du champ des possibles, finalement, pour... les pré-rolls, voilà, il échappe. Eh bien, merci à vous tous, merci Charlie, merci Claire, merci Jérôme, merci Voyelle, et merci Eric pour avoir contribué à ce débat. Merci à vous d'avoir assisté aux conférences de la journée, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, et bon courage pour demain, pour ceux qui reviennent, parce qu'il vous reste encore une journée de conférences intéressantes sur le Brand Entertainment. Voilà, merci.